Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, tous les soirs, nous sommes en direct et nous sommes le mercredi 17 février. Nous allons essayer de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas, comme tous les soirs, à réagir sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous sont le docteur Farid Tandjaoui Jazouli. Vous êtes directeur du pôle humanitaire de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et le docteur Ikram Afifi, vous êtes chef de la division des urgences et secours au sein du ministère de la Santé. C'est dimanche dernier que Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses instructions pour que toute l'aide soit apportée aux populations touchées par le froid. C'est ce qu'indiquait un communiqué de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Déploiement d'hôpitaux publics, mobilisation des walis et des gouverneurs, déplacement des services médicaux dans les régions d'Anfgou ou de Tinrir. Le plan est en marche. Mais en quoi consiste-t-il exactement? Quels sont les acteurs qui sont mobilisés pour assurer sa mise en œuvre? Qui sont les populations les plus concernées par ce plan? Et surtout, quels dispositifs sont mis en place sur le long terme pour désenclaver ces régions et leur donner des moyens de faire face à ces urgences? Plan grand froid, une urgence qui se répète, point d'interrogation, ça sera le titre de l'émission de ce soir. Bien messieurs, on l'a attendu longuement cet hiver, il est arrivé, il est installé, mais avec lui, son lot de problèmes, puisque avec les températures qui ont baissé de manière considérable et les chutes de neige sur les hauteurs, eh bien les populations les plus vulnérables attendent de savoir comment finalement ils vont pouvoir passer l'hiver. Aujourd'hui, un plan grand froid a été déclenché. À partir de quelles conditions on considère qu'on doit déclencher un plan d'urgence, alors que ce soit le froid, que ce soit des inondations, ou que ce soit dans le cas de catastrophes naturelles? Merci M. Tedlaoui, merci chers téléspectateurs. Alors effectivement, comme vous le savez, nous attendons toujours tous les ans l'hiver, et avec l'hiver, finalement, il y a ces problèmes que vous venez de dire, donc le problème de la vague de froid. Alors, pour nous, en tant que ministère de la Santé, nous avons un plan national hivernal qui est déclenché chaque année tacite reconduction. Parce que, comme vous le savez, nos équipes sont rodées dans ce sens et tout le monde est vraiment armé et connaît très très bien la façon de faire. Alors ce plan national hiver, donc comme vous le savez, nous avons des températures qui sont différentes d'autres pays, par rapport à d'autres pays. Et donc finalement, pour nous, c'est quand on commence à avoir des chutes de neige importantes avec des degrés qui atteignent les -2, -3 et qui partent comme cette vague de froid jusqu'à -9, l'année dernière jusqu'à -10. Alors quand on atteint ou quand les prévisions nous annoncent de telles baisses de température, alors automatiquement nous déclenchons nos dispositifs, nos plans d'action de vague de froid, à différencier du plan hivernal. Parce que le plan hivernal, il commence bien avant, il commence depuis le début de l'hiver. Nous, on commence vers le début décembre. Donc vers le début décembre, déjà, nous avons un plan qui se met en place, mais c'est un plan de routine. Donc on déclenche, on avise nos délégations respectives, nos directions régionales, donc pour essayer de mettre en œuvre toutes les actions de routine pour faire face à cette à cet hiver. Mais bien entendu, quand l'alerte est annoncée par la direction de la météorologie nationale concernant la vague de froid, eh ben, à ce moment-là, on déclenche le dispositif vague de froid. Et comme vous l'avez bien dit, cette année, donc suite aux instructions de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, donc nous avons doublé nos efforts et pour exécuter donc les instructions de Sa Majesté, pour essayer d'aller à la rencontre de cette population qui se trouve dans les zones enclavées, dans les zones qui connaissent beaucoup de froid. Et là, nos différents plans sont en marche. Alors justement, on va faire la différence entre les plans qui sont routiniers, voilà, qui sont déjà prévus, et les plans d'urgence. Parce que on va revenir un peu sur l'histoire et sur tout ce qui avait été mis en œuvre suite, notamment, on a parlé du village d'Anfgou, qui avait été extrêmement médiatisé, où plusieurs enfants avaient perdu la vie. Je pense que c'était une trentaine, à peu près 33 enfants qui avaient perdu la vie lors d'un hiver extrêmement rigoureux. C'était en 2007. Docteur Jazouli, vous êtes directeur
du pôle humanitaire au sein de la Fondation Mohamed V. Vous, c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, que vous intervenez. Alors en plus, hier, on faisait une émission sur le lancement de la campagne de solidarité initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Ce plan humanitaire, il est spécifique aujourd'hui? Bien sûr qu'il est spécifique. Comme l'a dit le docteur Afifi, chaque fois qu'il y a des chutes de neige importantes, quand il y a un enclavement des populations qui commencent à vivre une situation précaire, la Fondation intervient. Et cette année aussi, conformément aux directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, la Fondation organise une campagne humanitaire en faveur de populations démunies et enclavées de 3 provinces, la province de Midelt, la province de Tinghir et la province d'Azilal. Alors, combien de fois il a été déclenché ce plan? Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un plan d'urgence? Parce que c'est quand même un plan d'urgence. Oui. Combien de fois il a été déclenché par le passé, ce plan? Pratiquement pendant ces 10 dernières années. Depuis 2007, depuis le déclenchement pour la première opération d'Envgo, chaque année, la Fondation, en cette période, organise un plan d'urgence dans ces situations d'exception. Ça a été un déclencheur, Envgo, réellement, qui est, on va dire, aussi bien... ça a mis vraiment en lumière le problème, on n'y avait pas pensé avant, et qui a permis, avec la médiatisation, avec ce drame malheureux, de mettre en place ce qu'il fallait? Moi, je crois que, finalement, et comme je l'ai déjà annoncé, les équipes sont vraiment rodées, parce que les gens vivent avec ça depuis longtemps. Il y a les gens qui s'acclimatent avec cette température, donc les gens connaissent un peu comment faire face à cette vague de froid. Et puis aussi, de par les autorités eux aussi ont vécu donc toutes ces périodes et connaissent très bien comment faire face à cela. Bien sûr, les médias sont là pour parfois essayer de mettre en exergue des choses qui parfois peuvent nous échapper. Et là, ce n'est pas un oubli de notre part, mais c'est juste on renforce davantage, parce que quand on est sensibilisé et à chaque fois on voit ça à la télé, bien sûr c'est automatique, nous aussi on y pense plus, parce que notre cerveau, nous aussi, il réagit de manière encore plus fréquente. Et donc là, le Envgo et cette médiatisation a fait que finalement, nous, on essaie de détecter d'autres actions à mettre en œuvre. C'est-à-dire que, finalement, quand vous veniez de dire qu'il y a eu donc des enfants, et normalement les enfants de bas âge, alors automatiquement, nous, dans nos plans, on a essayé d'axer sur ces problématiques, notamment la mise en place de programmation, de consultation, de pédiatrie dans ces zones enclavées. On s'est dit que, bon, finalement, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent et qui peuvent présenter des pathologies, notamment les pathologies respiratoires. Alors comment faire? Il ne faut pas rester passif en attendant qu'ils se présentent au niveau des points de rassemblement ou au niveau des structures de santé. Alors nous avons mis des plans et des programmes pour aller à la rencontre. Nous, on était proactifs. Alors depuis lors, on s'est dit qu'il faut aller à l'avant, il faut partir chez ces gens et essayer de voir. Nous avons bien sûr, il y a déjà des structures de santé qui sont déjà établies au niveau de ces régions. Alors automatiquement, ils ont des registres sur lesquels nous avons combien d'enfants par douar et par commune. Alors ces registres sont exploités et comme ça, on vise notre programmation. On planifie en fonction de ce qui est existant. Et on s'est dit, bon voilà, on va commencer par cette commune ou ce douar, parce qu'il y a plus d'enfants et c'est parce que c'est plus enclavé. Il y a beaucoup de déterminants qu'on met des critères. Alors justement, est-ce qu'on a une cartographie aujourd'hui claire de tous ces douars qui sont enclavés et qui ont besoin, lors de ces plans, alors plans d'urgence ou plans hivernaux, qui sont, on va dire, prioritaires? Alors on parle d'Envgo, mais il n'y a pas d'Envgo. Envgo a été finalement mise en lumière, mais il y a beaucoup d'autres villages, beaucoup d'autres douars qui sont concernés. Aujourd'hui, est-ce qu'on a identifié où est-ce qu'on va agir aujourd'hui? Bien sûr, il y a pratiquement au moins 8 provinces où des douars sont identifiés et où on revient agir chaque année. Il y a les provinces d'Azilal, les provinces de Midelt, province de Jarada, il y a 7 ou 8 provinces en total. D'accord. Et en nombre de douars, on recense près de 990 douars. Ça ne veut pas dire que ce sont eux qui sont concernés. Exactement. Et ça concerne les douars qui sont situés à plus de 1500 mètres d'altitude. Exactement. Alors, avec le ministère de l'Intérieur, donc nous avons établi une liste des communes les plus
concernés par le froid, donc par le froid en général, et plus exactement aux environs de 160 communes qui sont ciblées par la vague de froid, c'est-à-dire par les températures les plus basses. Et donc c'est là où le plan est renforcé, c'est-à-dire il y a, durant le plan national hiver, il y a une programmation dans toutes ces communes avec un accent encore plus important dans les 160 communes qui connaissent la vague de froid et bien sûr aussi cette vague de froid qui est, je dirais, corrélée avec un problème de coupure de route et éventuellement d'enclavement. Alors, j'ai des questions qui arrivent bien sûr sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. C'est la question que j'allais vous poser sur la procédure exacte, finalement, qui est mise en place aussi bien sur le plan hivernal que sur le plan grand froid. J'ai Mohamed par exemple qui nous dit quels sont les dispositifs adoptés par le gouvernement à l'égard des gens sans domicile en cette période de grand froid. Alors c'est vrai que là ça pose la question des gens qui sont de manière enclavée. On va revenir aussi sur, il y a aussi le froid aussi, on est à Rabat. Bon, on n'est pas dans ces températures bien entendu, mais est-ce que ça c'est aussi un risque dans le plan hivernal qui est pris en considération? On a beaucoup de gens qui sont en situation précaire et qui vivent dehors. Et ça, est-ce que ces gens-là sont concernés aussi dans le cadre du plan humanitaire? Oui, c'est concerné, mais la Fondation s'adapte selon les conditions de chaque année. Par exemple, cette année, la Fondation va apporter un soutien alimentaire comprenant des denrées alimentaires de base comme le lait, la farine, le sucre, l'huile, avec des couvertures. Et il y aura aussi un apport médical sous forme de coordination avec les hôpitaux militaires déployés sur place. Alors ça c'est, en fait, on utilise les infrastructures existantes, on est bien d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses spécifiques qui sont mises en place, additionnelles. Oui, exactement. Alors pour je dirais les actions additionnelles, notamment les sans-abri, parce que ça c'est quand même, je dirais, leur nombre n'est pas très important, mais il est vrai qu'il y aurait des sans-abri qui pourraient souffrir de froid. Moi, je suis sûr que le département, le ministère de l'Intérieur, il a déjà entamé donc ces actions, et notamment par le recasement, le relogement des sans-abri. Nous en avons lu même dans les réseaux sociaux. Donc c'est une action qui est faite par le ministère de l'Intérieur et dans laquelle il y a l'utilisation des maisons de jeunes ou les foyers de femmes qui peuvent abriter. Donc il y a un recensement parce que nous aussi, on s'intéresse à ce point parce que c'est des points auxquels nous pouvons recourir en cas de dépassement de nos capacités. Donc finalement, il y a des actions qui sont d'ailleurs, vous avez vu d'ailleurs l'année dernière, il y a eu des distributions des couvertures, le placement de personnes sans abri dans des foyers de jeunes ou avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Moi, je suis sûr que le ministère de l'Intérieur, il veille sérieusement à cette problématique. Et nous aussi, on est sollicités pour essayer de donner de la couverture sanitaire ou des points médicaux dans ces structures. C'est-à-dire que... Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'aussi, quand on va dans ces douanes-là, ne sont pas desservies nécessairement toutes par des dispensaires, ou alors elles sont loin, et l'enclavement fait barrage, fait obstacle finalement au déplacement des populations. Alors comment ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'on a mis des hôpitaux de campagne? Est-ce qu'on a mis des points de santé? Exactement, qu'est-ce qui est mis en place? Pour le côté médical, il y a eu un déploiement de 3 hôpitaux militaires dans chaque province, celle que j'ai déjà citée, Azilal, Midelt et Tinghir. Ces hôpitaux vont être aidés par la Fondation qui va déployer elle aussi ces unités mobiles médicalisées, notamment celles dotées de radiologie numérique et d'échographes, pour faire des déplacements dans les coins enclavés. Donc il y aura une coordination selon chaque région. Et alors quels sont vous occupez des urgences, vous êtes de la division urgence et secours. Qu'est-ce qu'on peut se dire qu'on meurt de froid, mais quelles sont les pathologies qu'on voit à cause du froid? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors il y a les enfants, mais il y a aussi les adultes, il y a les personnes âgées. Qu'est-ce que ça déclenche? Il y a le cas extrême malheureux et dramatique, c'est la mort, mais il y a aussi beaucoup d'autres pathologies qui peuvent être développées. Alors très bien.
Peut-être je compléterai, avant de passer à ce point, je compléterai ce que vous veniez de dire et ce qu'a dit mon ami le docteur Tanjawi Jazouli. Alors pour les structures mises en place, alors vous avez bien dit, et c'est la réalité, que nous ne pouvons avoir des structures de santé partout. Notamment, quand vous voyez un peu l'architecture des douars, la cartographie des douars chez nous, ils sont dans des montagnes isolées, l'accès est difficile. Donc mettre quand même des structures... c'est toute la problématique de la couverture donc c'est ce qu'on appelle chez nous... sur le vin. Voilà. Exactement, c'est ce qu'on on en débat souvent sur ce plateau, donc de savoir comment envoyer des médecins justement dans ces endroits-là. Et puis la santé, elle est toujours corrélée à ce qu'on appelle nous les déterminants sociaux de la santé. Donc s'il faut il faut mettre des structures, il faut quand même une certaine population pour que cette structure marche. Il faut qu'il y ait accès, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'électricité. Donc c'est tout un tas de choses qu'il faut mettre en place pour essayer ensemble d'améliorer la situation dans ces douars. Maintenant, pour essayer de contrecarrer cette difficulté, alors nous, de notre côté, en plus de ce que vient de dire mon ami le docteur Jazouli, le ministère de la Santé, donc, et suite aux instructions de Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste, donc nous avons dépêché un hôpital mobile qui sera installé à Khénifra. En plus de l'hôpital mobile, nous avons des structures mobiles, donc des unités mobiles, donc sous forme de caravanes ou juste des 4x4 qui sont mobilisés et qui partent dans ces douars. On fixe des points de rassemblement et au-delà de ces points de rassemblement, quand il y a par exemple un douar, il y a donc cette voiture donc, qui peut se déplacer jusqu'à ce douar. Parfois, il n'y a pas d'accès par voiture, donc c'est à dos de mulet ou à pied. Donc nous avons, alhamdoulilah, du personnel engagé que nous remercions dans ce plateau, qui font tous les efforts, qui ne ménagent aucun effort pour essayer d'essayer d'aller à l'avant, d'essayer de donner des prestations au maximum à cette population. Maintenant, pour revenir aux pathologies les plus fréquentes du froid, alors il y a les engelures, donc les fréquemment rencontrées, mais ces engelures, comme vous le savez, elles durent pendant les 2-3 premiers jours, mais par la suite, donc si elles sont prises en charge, elles sont totalement traitées. Puis il y a, au-delà des engelures, donc ça peut aller vers l'hypothermie, donc vraiment le froid avec tous ces états qui peuvent aller vers la perte de la mémoire et donc une désorientation temporospatiale. Puis il y a les pathologies cardiovasculaires, il y a les pathologies pulmonaires, surtout pour les enfants, et ce qu'on appelle nous les personnes vulnérables. Et d'ailleurs on a une action spécifique pour les personnes vulnérables. Notamment nous avons les personnes âgées, donc les petits-enfants, les femmes enceintes, et aussi les personnes porteuses de maladies chroniques. Parce que quand on est dans un coin vraiment élevé et on est diabétique ou on a une insuffisance rénale terminale et alors il faut tout un traitement chronique, là il y a toute une action qui a été développée, notamment par la dotation supplémentaire en médicaments, et cette dotation, il y a un stock qui est donné au niveau des structures de santé et au niveau des points de rassemblement pour essayer de donner à cette personne donc la totalité des médicaments qui va couvrir toute la période de la vague de froid, avec bien sûr une marge de sécurité jusqu'à ce qu'il y ait un beau temps et ce que les routes soient ouvertes pour qu'ils puissent accéder aux structures de santé. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? J'imagine qu'elles sont énormes aujourd'hui. C'est pour ça que vous déclenchez un plan humanitaire au niveau de la Fondation Mohamed V. Vous avez besoin de gens. On parlait hier de la solidarité, justement, de quelle manière elle était développée. On rappelle encore une fois, les gens font des dons, les gens peuvent acheter ces badges, les timbres de solidarité ou faire des dons en nature. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que vous avez besoin de monde? Parce que c'est la question qui peut se poser aussi lorsque vous faites des campagnes humanitaires. Vous avez suffisamment de gens pour aller à l'aide de ces populations? On n'a jamais suffisamment, mais on s'adapte. La Fondation fait toujours appel à ses partenaires pour mener ses actions. Il y a le personnel d'abord de la Fondation qui s'investit totalement, tout profil confondu. Et il y a les partenaires de la Fondation, ce sont les associations, c'est la société civile, notamment les associations médicales.
quand elles sont sollicitées, on a tout un programme de campagne médicale durant toute l'année. On arrive à réaliser plus de 80 campagnes médicales et on touche une population de plus de 100 000 bénéficiaires. Ces campagnes sont organisées en collaboration étroite avec les délégations médicales locales et avec les autorités locales aussi. Il y a aussi les programmes qu'initie la Fondation elle-même, qui sont des campagnes médicales avec une offre médicale générale, multidisciplinaire, et une offre médicale spécifique avec notamment la chirurgie générale et la chirurgie de la cataracte. Donc l'apport des volontaires est souhaitable, c'est sûr. Vous en avez besoin? Toujours. Non, et toujours, la Fondation travaille avec ses volontaires. Quand on parle de solidarité, c'est vrai que l'argent ne suffit pas. On le disait hier sur ce plateau. Aujourd'hui, l'enclavement, c'est bon. J'ai encore des réactions sur Facebook. J'ai Brahim, par exemple, qui nous dit il est clair qu'il s'agit d'un problème d'infrastructure. Les autorités ont-elles une vision pour en finir, ou est-ce qu'on réagira toujours de manière saisonnière? Donc, vous nous avez expliqué, voilà, mais alors, vous disiez aujourd'hui, il y a quand même une problématique qui est de savoir de quelle manière on peut avoir des gens de manière, on va dire, pas saisonnière, mais constante. Hein. Vous avez expliqué les problèmes qu'il y avait pour faire fonctionner des unités de santé, mais c'est quand même une fonction régalienne de l'État. On s'attend à ce qu'il y ait au moins, si ce n'est pas une structure qui soit moderne, organisée, au moins un personnel médical ou des gens qui sont capables d'agir. Est-ce que ça, aujourd'hui, vous faites face finalement à ce manque qui est au niveau de ces régions-là? Alors, pour être très clair, le manque, déjà le ministère de la Santé, il y a un manque en ressources humaines qui est très connu et donc que l'on vit. Mais je suis heureux sur ce plateau de dire que même avec ce manque, lors de ces situations et quand on a besoin de personnel, ils sont tous là. D'ailleurs, avant de venir au plateau, il y a pas mal de gens, il y a pas mal de personnel, il y a même des professeurs universitaires qui m'ont appelé pour me dire « on est là, si vous avez besoin de nous, on est là pour aller aider ». Déjà, aujourd'hui, il y a une équipe qui est sur place à Khenifra pour essayer de préparer le montage de l'hôpital mobile. Et là, ils n'ont trouvé aucune difficulté en termes de ressources humaines. Tout le monde voudrait y participer, sincèrement. La solidarité chez nous est encore quelque chose de précieux et qu'on doit préserver. Maintenant, pour ce qui est de routine, oui. Pour ce qui est de routine, nous, d'ailleurs, c'est ça notre rôle. Le rôle d'être de bons planificateurs, c'est d'essayer de voir très loin et ne pas essayer d'être dans les bureaux, attendre la vague de froid pour qu'on puisse agir. Et là, sincèrement, il y a beaucoup d'actions qui se font d'ailleurs. Au-delà du plan hivernal, il y a ce qu'on appelle le plan santé rurale, avec toutes ces actions, avec les actions. Donc, il y a déjà les centres de santé, ils travaillent avec des modes. Il y a un mode fixe, donc qui est passif, c'est les malades qui viennent, mais il y a un mode mobile dans ce centre, avec des équipes de ce centre qui partent. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont le vrai œil du ministère pour voir un peu la situation sanitaire de la population, parce qu'ils sont toujours en contact de la population, ils connaissent ce qui se passe, quand ils voient un changement, c'est eux qui nous avisent. Donc finalement, il y a toujours je dirais, ce travail de fond qui se fait. Malheureusement, il n'est pas peut-être médiatisé, mais il est là. Et puis, je remercie même à travers ce plateau, dans ce terme de solidarité, où je dirais beaucoup plus l'intersectorialité. L'intersectorialité est très importante dans ce domaine. Avec le ministère de l'Intérieur. Justement, qui sont les personnes mobilisées? Parce que là, on parle du domaine médical, mais on n'a pas besoin que de médecins. Ben oui, on a besoin, le ministère de l'Intérieur, donc qui avec nous, donc chapeaute cette action. Il y a même un poste donc permanent de cellule de veille centrale, donc qui suit toutes ces actions au niveau du royaume et à laquelle nous participons, et nous avons un référent au niveau de ce poste. Aussi au niveau opérationnel, avec donc
de messieurs les walis, messieurs les gouverneurs, les cahiers, les supérieurs, tout le monde est mobilisé avec nous parce que finalement nous seuls on peut pas tout faire et eux ils nous aident parce que c'est eux qui connaissent là encore avec les muqaddam, avec les chiours qui nous montrent un peu les zones, qui nous montrent un peu les itinéraires à contourner parce que parfois c'est difficile et aussi la protection civile, nos amis de la protection civile là aussi ils nous aident. Parfois on se retrouve devant une route coupée et on peut avoir par exemple une ambulance de la protection civile qui est de l'autre côté, et nous, on est arrivé de ce côté. Et entre nous, il y a une coupure. Et il n'y a quasiment pas moyen de la traverser. Donc nos amis de la protection civile nous aident. Donc ils viennent pour prendre, par exemple, la malade, la prendre jusqu'à la faire traverser, pour essayer de la reprendre de l'autre côté. Nos amis de la gendarmerie aussi, c'est eux aussi qui nous facilitent donc dans les convois quand il y a la neige, avec nos amis du ministère de l'équipement, de transport, de la logistique, qui assurent le déneigement des routes et qui nous donnent fréquemment donc la situation de la viabilité des routes, parce que nous, on ne connaît pas. Pour avoir ces données, il nous faut ces données pour qu'on puisse agir. Parce que si, par exemple, on prend le cas d'une dame qui a besoin d'accoucher. Alors, si elle a besoin d'accoucher, elle est dans une zone enclavée. Alors nous, si la route est coupée, c'est eux qui nous fournissent l'information, ils nous disent, bon voilà, elle est coupée, mais elle ne le sera pas pour longtemps. Donc nous, on peut, à ce moment-là... Je vous pose une question toute bête, mais le téléphone passe là-bas? Parce qu'on Oui. parle d'enclavement. Oui. Avant, il y avait... Non, mais est-ce qu'on a des relais GSM? Est-ce que vous avez la possibilité de travailler? Oui. Est-ce que l'expertise aussi est là? Dans d'autres pays qui sont habitués au froid, on a toute une expertise du matériel, des compétences qui sont habituées à travailler soit en haute montagne ou sur les reliefs. Est-ce que vous avez du mal à trouver ce type de personnel, justement? Quand on dit que vous avez besoin de monde, il y a aussi besoin de compétences. Il ne suffit pas d'avoir du monde. On peut avoir tous les bénévoles du monde qu'on veut, s'ils n'ont pas les compétences pour agir, ça peut même parfois poser plus de problèmes que de solutions. Oui, mais pour le moment, nous sommes arrivés à une certaine expérience. Nous avons pu jouer un rôle de précurseur dans ces régions. Je donne l'exemple d'Enfgo. La Fondation a agi en urgence. Elle a apporté un soutien alimentaire, médical et tout, mais par la suite, elle s'est engagée dans d'autres programmes pour améliorer le quotidien de la population. Elle a réalisé plusieurs centres à caractère social, comme des ateliers de métiers pour les femmes, de tissage, de broderie, ou pour les hommes, comme des ateliers de formation et de production aussi de menuiserie et de ferronnerie. Et s'est engagé il a amélioré les gîtes, il les a équipés, les gîtes touristiques, et les autres départements de l'État ont suivi. Ils ont fait l'effort. Le ministère de la Santé a équipé, a médicalisé le centre local de santé. Il y a eu construction d'une maison d'accouchement. Les équipements ont désenclavé ce douar. Il y a 2 routes qui le désenclave, une vers Émile Chil et une vers Agouddem. Les télécommunications ont installé un réseau permanent. Donc il n'y a pas que l'action urgente, il y a tout ce qui se fait pendant toute l'année. Et on ne peut pas améliorer le niveau de la santé sans améliorer les autres secteurs de la vie. Oui, exactement. Alors sur ce point, effectivement, pour le téléphone, en tout cas, dans la majorité des cas, nous avons accès au téléphone portable. D'ailleurs, il y a déjà un programme au niveau du ministère de la Santé, notamment pour les femmes enceintes. Il y a ce qu'on appelle le SAMU obstétrical, auquel nous avons donné des téléphones portables à nos référents dans des douars qui appellent donc le centre de santé le plus proche quand ils ont besoin de prise en charge. Moi, je peux l'attester d'ailleurs dans mes communications avec les différentes interventions, parce que nous sommes amenés, et beaucoup de fois, à utiliser nos hélicoptères, donc les hélismures. Et les hélismures, quand ils partent, même au sommet des montagnes, moi personnellement, j'appelle les pilotes, ou notre personnel, donc le médecin, pour s'enquérir de l'état du malade. Et en général, c'est vrai que parfois ça ne fonctionne pas, mais en général, ils nous répondent et ils nous
nous donne l'information, nous communique la situation. Et d'ailleurs, rien que ce matin, donc à Sidi Fatma, donc j'ai contacté notre médecin qui est parti sur Sidi Fatma pour une femme qui a eu des problèmes pour accouchement. Et nous sommes entretenus pour voir la situation. Et alhamdulillah. C'est où ça, Sidi Fatma? Sidi Fatma, donc à Al-Haouz. Ouais, bon. Alors, on parlera aussi comment réagissent aussi les populations locales. Ça aussi, c'est important, hein, parce que elles sont là. Est-ce qu'elles adhèrent à tout ça? De quelle manière? Et est-ce qu'elles y croient aussi? Parce que ça aussi, c'est important, l'adhésion des populations à des procédures. J'imagine aussi, est-ce qu'il y a des manières d'informer, de sensibiliser sur des choses aussi que les populations peuvent mettre en place, même si ce sont des populations qui ont l'habitude de vivre dans ces conditions, mais est-ce que justement elles sont sensibilisées à des, on va dire, est-ce qu'il y a un guide voilà, il y a des brochures, il y a des brochures. On va en parler, on fait une petite pause et on revient juste après. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre le plan grand froid, une urgence qui se répète, c'est le titre de l'émission de ce soir. Alors on a bien compris qu'est-ce qui a été mis en place, les dispositifs qui ont été déployés pour ce plan grand froid, mais la question aussi est de savoir si des bilans avaient déjà été faits par le passé et surtout la réaction des populations locales, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, de savoir si ces plans, ils y sont réceptifs, d'un point de vue pour mettre en place au niveau de leurs habitudes de vie. Est-ce que, alors, il y a un guide pratique qui a été édité, un guide pratique contre le grand froid. En quoi il consiste? Alors exactement. Donc comme je voulais enchaîner sur cette deuxième partie, alors le ministère de la Santé dans le plan de routine, il consacre une partie à la communication. Donc le plan de communication. Et dans ce plan de communication, là aussi, il est divisé en deux. Il y a le plan de communication de routine, c'est-à-dire qui démarre depuis le début de l'hiver, et bien sûr, le plan d'action spécifique à la vague de froid. Alors, il y a un guide, donc c'est un guide qui a été édité, bien sûr, c'est un guide qui a été édité l'année dernière. Et puis, comme je vous ai dit, donc le plan hivernal, il y a la partie plan de communication. C'est à l'attention de qui? Parce que alors, ça, c'est à l'attention du personnel. Oui, du personnel. De santé, voilà. Alors, dans ce planning, donc, il y a le plan de communication. Et dans ce plan de communication, il est divisé par deux. Donc, il y a le plan de routine et le plan avec forcing. Alors, il y a même des brochures. Là, c'est le modèle des brochures qui sont... Ça, c'est des brochures qui sont destinées à la population. Alors, ça, c'est un plan de communication qui est destiné à notre personnel pour essayer de véhiculer les messages importants à cette population. Bien sûr, parce que chacun, il va essayer de l'adapter en fonction des spécificités de la région. Il y a certains qui vont le... Et en langue adaptée. Parce que, comme vous savez, la majorité de ces localités sont en langue amazigh. Et donc, les gens qui y travaillent connaissent le meilleur moyen de communiquer. Nous, dans ce plan, on leur dit, voilà ce qu'il faut dire, voilà les grands messages. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces messages, en plus de diminuer la mobilité, les patients vulnérables, donc notamment les personnes âgées ne doivent pas trop bouger, essayer de favoriser cette solidarité marocaine, d'essayer d'aller voir un peu nos grands-parents pour essayer d'identifier un peu est-ce qu'ils ont des problèmes. Alors au-delà, il y a un autre problème qui s'ajoute et auquel une sensibilisation forte est en marche, c'est l'utilisation des bras zéro, parce que vous savez très très bien, ce sont des... C'est la question que vous allez vous poser, d'un point de vue humanitaire, pour se chauffer, il y a déjà la chose essentielle, c'est de ne pas tomber en hypothermie. Le chauffage, c'est bon, mais parfois ce chauffage, quand il n'est pas adapté, alors c'est une source d'intoxication au monoxyde de carbone, et nous on tire la sonnette d'alarme, parce que c'est vrai que les anciens, ils savent très bien utiliser les moyens de chauffage, mais les jeunes d'aujourd'hui commencent à utiliser d'autres produits, et vous savez que parfois, ça peut donner quand même des événements fâcheux. On fait avec ce qu'on a. Donc aujourd'hui, dans le plan humanitaire, justement, la Fondation aussi fait de à part les couvertures. À part les couvertures, la Fondation, à travers les campagnes qu'elle mène, par les associations partenaires, elle fait de la sensibilisation au profit des populations. De la sensibilisation concernant l'hygiène de vie, concernant les précautions à prendre envers certaines maladies, et ça diffère d'une région à l'autre.
D'accord. Bon, alors au niveau du plan humanitaire, il va durer combien de temps encore? Est-ce qu'à partir de quel moment on dirait qu'il faut arrêter et que tout va bien? Bon, même si tout va bien, c'est pas le terme qu'il faut utiliser, mais qu'en gros, on a limité les risques. Déjà, donc, cette vague de froid qui a débuté depuis, nous on a enclenché depuis samedi soir, c'est-à-dire dimanche. Mais la vraie vague, donc, elle a commencé le lundi, mardi, et puis le mercredi, on a eu des éclaircies. Donc finalement, il y a presque une levée de cette vague de froid. Mais on s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle vague de froid, apparemment, qui s'annonce le jeudi et le vendredi. D'ailleurs, là aussi, je remercie nos amis de la Direction de météorologie nationale qui nous facilitent la tâche en nous annonçant à temps donc toutes les prévisions pour que nous puissions encore là aussi être plus... donc ça va continuer là, le froid. Là, hein. Ah oui, en principe, c'est annoncé pour le jeudi et vendredi. Et puis par la suite, il y aura des éclaircies. Alors nous, quand est-ce qu'on pourrait arrêter? C'est-à-dire que, premièrement, il y a cette augmentation des températures. Donc, finalement, il y a moins de froid. Donc tous les risques que peut encourir toute personne sont levés. Et puis aussi, on attend à ce qu'il y ait donc les accès de toutes les routes. Parce que s'il y a un enclavement, le problème persiste. Ah, c'est le même. Voilà, même s'il y a le froid qui passe, mais si quelqu'un est malade et il a besoin d'être hémodialysé, donc il y a l'accès qui le gêne, donc il faut trouver des solutions. Alors pour ça, nous on attend à ce qu'il y ait quand même tous les accès soient ouverts, le retour à la normale pour qu'on puisse lever ce plan d'action spécifique à la vague de froid. Mais bien sûr, on continue sur le plan de fond qui est le plan hiver. Alors, vous avez parlé de la société civile. Alors, vous vouliez compléter? Ensuite, j'aimerais bien parler de toutes ces associations dont vous nous parlez. Maintenant, c'est la phase d'urgence. Oui. Donc, la priorité, c'est le soutien alimentaire et les couvertures. Mais l'action médicale va se poursuivre plus longtemps. Et vous voulez parler de la société civile? Oui, la société civile. Alors, vous nous avez parlé des associations qui vous aident sur le terrain aujourd'hui. Leur action, elle est importante, elle est complémentaire. Toujours la société civile se mobilise. D'ailleurs, on revient encore au cas d'Anfgou. C'est la société civile qui s'était mobilisée de manière assez significative. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Ça ne s'est pas essoufflé. C'est pour la question que je vous pose, parce que tout est question de médiatisation. Est-ce qu'aujourd'hui, la société civile ne s'est pas essoufflée suite à des coups de lumière comme celui d'Anfgou? Non, il y a toujours des volontaires, toujours des associations qui se présentent et qui sont prêtes à s'engager avec nous là où nous allons. Moi, je crois que les Marocains sont très généreux. J'ai une confirmation de le dire, les Marocains sont généreux. Et d'ailleurs, dans toutes les actions que nous menons, il y a toujours la société civile qui est avec nous. Donc la société civile, rien que quand on amène nos premiers camions, vous avez tout le droit qui est avec nous. Et tout le monde qui essaie d'aider. Donc sincèrement, moi je remercie tous les gens qui nous aident et qui nous facilitent la tâche. Et en tant que citoyen, je suis fier d'être marocain pour tout ce que font les Marocains, notamment dans des situations difficiles comme ça. Nous n'avons jamais eu de problème. Alors quand est-ce qu'on va, je vous ai posé la question tout à l'heure, quand est-ce qu'on va décider de lever le plan? À partir de quel moment? Je vous l'ai dit, on se sera dit, on a limité le risque, on a fait ce qu'il fallait, et puis on va alors j'aime pas ce terme, se retirer, mais après je vais vous poser une autre question de savoir qu'est-ce qu'on fait par la suite, qu'est-ce qu'on fait après? On ne peut pas prévoir d'avance, on va s'adapter. Mais quels sont les indicateurs finalement qui vont vous dire Bien sûr, c'est la diminution des températures, c'est l'augmentation des températures, c'est le désenclavement, le retour à la normale. Le retour à la normale est un signe clair pour se désengager de la région. Mais la Fondation ne se désengage jamais, elle reste vigilante et toujours prête à intervenir quand il le faut. Et en plus, elle a des programmes à caractère social, des projets qu'elle réalise dans chaque région. Le plus long plan qui a été mis en œuvre depuis 2007 il y avait le programme d'Anfgou, pas d'Anfgou, de Tounfit, de toute une région, qui a duré presque 7 mois. 7 mois. 7 mois. C'était une belle expérience avec installation de postes médicaux avancés dans 10 douars qui sont restés en permanence pendant 7 mois.
Donc des postes médicaux permanents qui sont restés dans la première expérience de 2007. Alors pourquoi on laisse pas des postes médicaux permanents? Alors nous, non. Puisqu'on peut le faire pendant 7 mois, on peut pas le faire pendant toute l'année. Alors effectivement, alors qu'est-ce qui se fait lors de la levée, je dirais, de l'alerte? Lors de la levée de l'alerte, il y a toujours ces actions permanentes qui restent. Notamment dans ces zones ciblées par le froid, nous continuons notre programmation. Parce que comme je l'ai déjà annoncé, il y a des pathologies, notamment les pathologies respiratoires. Les pathologies respiratoires vont se déclencher, voire même jusqu'à 21 jours après le début du froid. Donc on reste. Mais comment on va rester? C'est-à-dire que il y a, par exemple, l'hôpital mobile qui reste pendant une longue période jusqu'à résoudre toute la problématique, parce que on ne va pas mobiliser l'hôpital mobile pour une courte durée et repartir. Déjà, c'est quand même une grande structure. Tant qu'on est là, on a rapproché les services hospitaliers à la population. Quand vous parlez d'hôpital mobile, grosse structure, c'est combien de gens? Quand vous dites hôpital mobile, ça mobilise combien de personnes? Alors, une unité. Ça mobilise en moyenne 60 personnels de santé, en plus du personnel de logistique, avec 15 spécialités. Donc, notamment les spécialités chirurgicales, les chirurgicales de base, avec une unité de soins intensifs, 2 blocs opératoires, des examens sophistiqués d'exploration fonctionnelle, avec même un scanner mobile. On peut faire actuellement un scanner mobile dans l'hôpital mobile. À Boumia, l'année dernière, on a fait un grand nombre. Donc, nous avons les statistiques. Mais c'est-à-dire que les gens sont demandeurs, parce que finalement, on est là et on a rapproché ces services à la population. Tant qu'on est là, on absorbe le maximum, jusqu'à qu'il y ait presque personne qui en demande. Et c'est à ce moment-là qu'on bouge. J'ai l'impression qu'on est bon dans l'urgence, d'abord, en vous écoutant. Enfin, vous êtes urgentiste, donc vous allez me dire, c'est normal. Avec tous les problèmes que nous avons au niveau de la santé, en termes d'infrastructures, en termes de possibilités d'accueil, là, tout ce dispositif qui est déployé, je vous écoute depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a toutes les capacités de le faire. C'est vrai. Oui, non, mais... Parce que c'est vrai, on a toutes les capacités de le faire. C'est vrai qu'il doit y avoir quand même des manquements. Et c'est normal, parce que, comme je vous ai dit, il y a un grand chantier au Maroc. Un grand chantier qui se fait dans tous les départements. Et nous, en tant que ministère de la Santé, nous aussi, on a commencé notre chantier. Et nous sommes sur ce chantier en train d'améliorer de jour en jour. C'est ce qui fait finalement que nous avons de très belles choses à montrer à la population. Nous avons de très belles choses pour servir notre concitoyen. Et nous sommes très ambitieux, parce que nous voulons offrir le meilleur. Parce que quand on parle actuellement des Héli-SMUR, quand on parle de cet hôpital mobile, quand on parle de cette Héli-SMUR, c'est les hélicoptères. Hein. Les hélicoptères, alors, exactement. On est à quoi? 9 hélicoptères, 7 de la gendarmerie, 2 du ministère de la Santé. On a une collaboration avec les forces armées royales? Ah oui. C'est ce que je vous ai dit. D'ailleurs, avant-hier, nous avions des patientes au niveau de Ouarzazate. Nos hélicoptères avaient déjà été utilisés pour secourir d'autres patients. Alors nos amis de la gendarmerie sont partis, et nous le remercions. Ils sont toujours à nos côtés, parce que parfois nous ne pouvons pas y aller, parce que nous avons nos vecteurs qui sont déjà utilisés. Alors ils sont là, ils nous aident, et ça se passe très très bien, une très bonne collaboration. Une fois l'hélico elle pose, nous avons nos ambulances qui les attendent, les équipes de manière très harmonieuse. Sincèrement, ça se passe dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, on a déjà vécu ça l'année dernière, dans la première vague de froid de l'année dernière, et aussi dans les inondations qu'a connu notre pays. Et sincèrement, une très bonne collaboration avec nos amis, d'ailleurs, même les phares, les forces armées royales, avec les forces royales de l'air. Là aussi, dans les inondations, ils ont transporté beaucoup de malades avec nous. Et puis, par la suite, on prend le relais pour la prise en charge. Même chose pour les denrées alimentaires. Nous avons eu recours à la gendarmerie royale à plusieurs reprises pour acheminer ces aides alimentaires à des douars qui étaient vraiment enclavés, et la route était infranchissable. Et on a eu recours à la gendarmerie royale, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Pour livrer toutes les denrées alimentaires qui devaient être... C'est vrai qu'on parle des urgences médicales, mais il y a aussi tout l'acheminement pour que les gens puissent se nourrir et puissent également se chauffer. Est-ce qu'il y a un suivi par la suite? Je parle au niveau médical.
C'est-à-dire qu'on peut y avoir toutes ces pathologies, le plan va finir, est-ce qu'il y aura un suivi? Et je vous reposerai encore la question, même dans le cadre de l'action de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, est-ce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui, en prenant ce modèle-là, encore une fois, avec ce que vous nous décrivez, on a l'impression que toutes les choses sont faites dans les règles de l'art, Oui. est-ce qu'on a la possibilité de responsabiliser les élus locaux dans le cadre de la régionalisation avancée pour mettre plus de pression au wali, au gouverneur, pour que ça soit pérenne et qu'on ait des vraies unités permanentes dans tous ces doigts? Très bien. Merci, M. Tedlaoui. Alors, ceci se fait, et je vais vous dire comment on le fait. Après chaque événement, chaque vague de froid ou situation d'exception, et là je vous montre celui de l'année dernière, on fait un retour, on évalue. Et on fait ce qu'on appelle un retour d'expérience. Dans ce retour d'expérience, en plus du bilan et de l'évaluation de ce qu'on a fait, bien sûr, il y a sûrement quelques contraintes auxquelles nous devons faire face l'année ou dans le prochain événement. Alors on répertorie et ensemble, on se dit comment on peut améliorer. Et on établit, on cite des recommandations qu'on distribue et qu'on partage avec nos confrères pour essayer d'aller à l'avant. Alors, quelles sont les principales, je suis désolé d'axer sur les faiblesses, mais ça nous permet d'avancer, finalement, pour savoir comment on les solutionne. Avec vos retours d'expérience, finalement, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon? Et qu'est-ce que vous améliorez? Il faut améliorer sincèrement la population. Avec la population, ils doivent nous aider dans cette réponse à ces plans de communication, notamment quand on leur dit il ne faut pas paniquer, il ne faut pas sortir. Par exemple, quand on a vu malheureusement l'année dernière, quand on voit une voie coupée où il y a un risque et que les gens traversent, bon là, c'est là où on demande à ce qu'on nous aide. On nous aide, je dirais, parmi les contraintes peut-être... je dirais... Excusez-moi, vous avez un rôle au niveau de la Fondation, là aussi, sur la sensibilisation? Vous aidez aussi le ministère de la Santé? On sensibilise les populations, mais on collabore avec le ministère et tous ces départements pour orienter nos actions vers et apporter une aide adéquate. Selon le retour d'expérience des départements ministériels de la santé. Là aussi, je dirais que parmi quelques contraintes, vous savez, nous avons dans les anciennes structures, parce que nous avons les nouvelles structures, mais nous avons les anciennes structures. Alors, quelques anciennes structures, nous avons je dirais, pour le système de chaudière, de chauffage, il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer. Nous essayons de les solutionner par des chauffages de bain huile et de la climatisation. Mais c'est vrai que pour les structures anciennes, vous savez, il y a beaucoup de fuites. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens pour améliorer. On n'a pas de problème dans les nouvelles structures parce qu'elles sont vraiment équipées quand on voit les nouvelles structures. Mais les anciennes structures, nous avons quelques petits problèmes de chauffage. Mais ça passe dans le sens où on contrecarre par des chaudières mobiles. Mais il y a des plans, l'électricité est importante aussi. Oui. On n'en a pas parlé parce que c'est vrai. Mais exactement, souvent l'électricité est coupée. Bon, il y a eu le programme d'électrification rurale. L'électrification a été effective dans ces douars, mais avec ces conditions météorologiques, est-ce qu'il y avait beaucoup de problèmes de coupure auxquels vous devez faire face? Alors cette année-ci, alhamdoulilah, on n'a pas eu de coupure, donc finalement les choses jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se passe bien. Mais il est vrai que lors des inondations de l'année dernière, il y avait quelques coupures, donc il y a eu quelques coupures, mais comme vous le savez, nos hôpitaux sont équipés de groupes électrogènes. Donc pour les hôpitaux, il n'y a pas de problème. Peut-être pour les petits centres de santé, il y a un problème parce qu'ils ne sont pas en général dotés par des groupes électrogènes, mais il y a une aide donc de la part des autorités locales qui peuvent ramener leurs groupes électrogènes, des petits groupes électrogènes pour faire face ou des générateurs d'électricité. Alors, je vous repose la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait une couverture permanente, peut-être pas aussi massive que lorsque vous nous dites qu'il y a des hôpitaux avec 60 personnes qui sont installées. Aujourd'hui, quelles sont les unités minimum qu'il faudrait dans ces douars? Est-ce qu'on peut penser encore une fois, impliquer les collectivités locales pour qu'il y ait des unités permanentes dans ces douars? Moi, je crois qu'il faut essayer de raisonner autrement. Parce que si
nous, on ne peut pas épouser ce dispatching. Dans chaque douar, on va mettre des structures de santé. C'est quasiment impossible. Par contre, c'est ça dans le cadre de la... impossible. Parce qu'il faut beaucoup de personnel. Oui, mais c'est pour ça que je vous parle d'unité minimum. Est-ce qu'aujourd'hui, un dispensaire minimum dans ces douars, en fonction du nombre de populations qu'il y a? Il y a déjà une carte sanitaire, donc il y a déjà une carte sanitaire qui réglemente le nombre de populations pour créer un centre de santé et dispensaire rural. Donc ça, c'est réglementé, c'est légiféré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est ça l'importance de la coordination. Avec les élus, ils doivent nous aider à faire des regroupements de douars pour qu'on puisse avoir quand même des douars assez importants, ne pas laisser les gens habiter quand même de manière très éloignée pour que finalement on puisse atteindre ce nombre minimal de population pour que nous puissions épouser donc ce découpage. Et ils jouent le jeu? Les autorités locales jouent le jeu? Je crois qu'ils sont sensibilisés actuellement et que ça commence à voir le jeu. Ouais, je crois que ça commence. Parce que actuellement dans les plans de développement des villes et des régions, tout le monde commence à être sensibilisé à cette question. Il faut un regroupement parce que sinon les déterminants sociaux de la santé seront vraiment affectés et nous aurons des problèmes à aller dans chaque douar parce que la maladie ne choisit pas le lieu. Et donc, si une petite population de 30-40 personnes aille dans un douar au fin fond d'une montagne, ben, il est difficile pour nous d'aller. On va les visiter dans le cadre de l'équipe mobile, mais c'est une visite. Je dis bien une visite. On peut y aller une fois tous les mois ou une fois tous les 15 jours, mais on ne peut pas être permanent tous les jours dans ces douars. Donc, on met des points de rassemblement ou des structures qui sont, dans un croisement de route où on essaie de prendre là où il y a le plus de population, mais on ne peut pas aller dispatcher nos équipes. D'accord, Jazouli. Il faudrait aussi améliorer l'infrastructure des routes et améliorer les télécommunications et renforcer les équipes qui désenclavent ces régions. Le désenclavement, c'est la clé. Oui. Ça, de toute façon, on l'a bien compris. Juste peut-être un peu sortir, pas sortir du sujet, mais vous êtes urgentiste et comme je vous ai sous la main, et là vous utilisez aussi toutes vos compétences en termes d'urgence dans ces régions-là. Demain, c'est la journée de la sécurité routière. On parle souvent de problèmes d'urgence et d'ambulatoire. Et là, dans ces régions-là, elles sont encore plus posées. Est-ce que là, encore une fois, quand je vous écoute, est-ce que toutes ces compétences nécessaires pour pouvoir prendre en charge en ambulatoire. Là encore, c'est encore plus posé parce qu'on a besoin d'hélicoptères, on a besoin d'unités médicalisées, on a peut-être besoin de 4x4 qui soient aménagés, qui puissent... Est-ce qu'on a tout ça? Alors, comme vous le savez, le ministère de la Santé, depuis 2012, a lancé son plan d'action des urgences médicales et on a eu le privilège d'être représenté devant Sa Majesté le 5 mars 2013. C'est un plan d'action qui est très ambitieux, qui a été vraiment mis en place et qui a beaucoup de nouveautés et qui est très ambitieux et qui va vraiment répondre à toutes ces demandes, à ces questionnements. Pour faire face à ça, nous avons mis en place ce qu'on appelle les UMP, les urgences médicales de proximité. Parce que on a constaté que dans des zones où il n'y a pas d'hôpital, où l'hôpital est loin, alors entre-temps, il faut faire quelque chose. Nous avions des centres de santé, mais les gens n'avaient pas assez de compétences pour faire face à ces urgences vitales. Alors nous avons formé notre personnel, nous avons réaménagé ces centres de santé en urgence médicale de proximité où il y a le minimum basique pour prendre en charge ces patients, les mettre en condition et les transférer dans de bonnes conditions jusqu'à l'hôpital le plus proche ou le plus adapté, avec le système SAMU qui va essayer de réguler le tout. Rien que bien sûr, ceci est accompagné par la mise à niveau des urgences médicales, notamment au niveau des hôpitaux. Rien que ce matin. Et d'ailleurs, nous remercions aussi nos amis du ministère de l'Équipement et des Transports de Logistique qui, dans un cadre de partenariat, nous ont aidés à acquérir en plus d'ambulances, à renforcer notre parc ambulancier. Rien que ce matin, la réponse à cette question. Il y a eu l'accident de Nador. Oui. L'accident de Nador. Alors, nous avons intervenu, nos équipes se sont dépêchées et nous avons même transporté donc deux patients qui étaient graves par hélico, qui sont partis au CHU de Oujda. C'est-à-dire que l'action, elle est là. Il y a beaucoup de choses qui se font et c'est du concret
c'est du concret. C'est des malades qui ont été transportés. Donc, ce n'est pas juste des guides ou des brochures. Non, c'est de la réalité. Il y a le CHU de Oujda avec un service de réanimation top, vraiment au top. Donc, les vraies normes internationales. Il y a des choses qui se font. Maintenant, nous sommes en train de les dupliquer partout, parce que vous avez vu le plan national qui prévoit plusieurs CHU au Maroc. Donc, c'est des choses qui se font, bien sûr, avec une très bonne cadence, je dirais. Vous êtes l'optimisme même. Alhamdulillah. Je vous ferai revenir. Là aussi, la Fondation a son apport. Elle a distribué et a fait don de plusieurs dizaines d'ambulances aux structures de l'État, du ministère de la Santé. C'est la Fondation Mohamed V qui a donné depuis sa création, elle a donné des centaines d'ambulances qu'elle a distribuées un peu à travers tout le royaume, ainsi que du matériel médical sophistiqué. Alors, au niveau des urgences, il y a des compétences particulières dans ce type de région. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'hôpitaux militaires, il y a de la médecine militaire qui est bien spécifique, parce qu'on agit dans des conditions qui sont souvent extrêmement difficiles. On est amené à prendre des décisions, à mettre des priorités. Tout ça, c'est l'urgence militaire. On a suffisamment. C'est une différence entre ces urgences, je ne sais pas si je vais les appeler civiles qu'on peut avoir, et les urgences militaires. Est-ce qu'on a besoin de ponts finalement? C'est pour ça que je vous parlais de la coopération entre les forces armées royales et le ministère de la Santé à ce niveau-là. Alors pour la coopération, comme je vous ai dit, alhamdoulilah, de toutes les manières, moi, c'est ce que je le dis, il vient du cœur. Sincèrement, on n'a trouvé jamais un problème de coordination. On a toujours travaillé ensemble et ça marche vraiment à merveille. Pour nos hôpitaux, alors comme vous avez dit, d'ailleurs le premier hôpital mobile civil qui a vu le jour l'année dernière et sa première implantation à Boumia, c'est de la médecine comme ce qui se fait au niveau des hôpitaux. D'ailleurs, je dirais plus parce que le matériel est vraiment sophistiqué. Il est meilleur que dans certains hôpitaux parce que c'est du matériel qui quand même doit être léger, transportable, robuste et qui s'adapte à toutes les situations. Donc finalement, nous on fait de la médecine, de la vraie médecine, de la médecine correcte. Je dirais pas, peut-être dans les guerres où peut-être il y a une médecine qui se met en place dans des situations d'exception, mais en général, dans des situations comme par exemple ce qui se passe actuellement dans les vagues de froid, c'est une médecine comme ce qui se passe dans les hôpitaux. On donne toutes les prestations, les malades sont admis dans de bonnes conditions. D'ailleurs, notre hôpital mobile, il a cette opportunité d'être chauffé, climatisé. Donc même dans les zones de froid, on sent rien, c'est-à-dire on n'a même pas trop de couverture. Et sincèrement, les gens qui y ont séjourné ont vraiment été, je dirais, surpris de cette qualité de matériel qui y est. Sincèrement, on s'est beaucoup investi dans cet hôpital mobile. Alhamdulillah, les résultats sont là. On a réalisé beaucoup d'opérations et aussi la multidisciplinarité de cet hôpital. Parce qu'on ne s'est pas contenté de rendre cet hôpital juste pour, je dirais, on ne va pas se spécifier juste pour les pathologies qu'on va voir dans le froid. Non, mais on a élargi du moment qu'on est là. Et on a des goitres. Ou on a par exemple un patient qui a une cataracte, ben on en profite. On est là, on est à côté, nous avons des compétences, on essaie de donner le maximum, le maximum de paquets pour essayer je dirais, de répondre à toutes les doléances de la population, de nos chers citoyens et concitoyens. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que les cadres du ministère de la Santé sont sur place? Est-ce que vous avez eu la visite qui sont là pour superviser ou pour avoir tous ces retours d'expérience? Ah oui. Bien sûr, il y a actuellement, je vous ai dit qu'actuellement, il y a du personnel, donc déjà, il y a toutes les directions régionales concernées avec les délégués et les responsables qui sont sur place. Et aussi, il y a une équipe centrale actuellement, donc sur instruction de Monsieur le ministre et de Monsieur le secrétaire général, qui est en place au niveau de Khenifra maintenant pour superviser tout ce montage et donc à donner je dirais un boost au démarrage de cet hôpital au niveau de Khenifra. Alors docteur Jazouli, là, dans les prochains jours, au niveau du plan humanitaire, il y a quelque chose de spécifique qui va être déployé dans les prochains jours, alors ça va suivre son cours, comme vous nous l'avez décrit? On peut intervenir dans d'autres régions si le besoin se fait sentir, mais on a déjà un programme annuel et on va initier d'autres actions dans d'autres provinces, là où il y a un besoin, avec
une offre médicale spécifique et générale. Bon, et vous faites un appel ce soir aux bénévoles, hein? Je sais pas, L'appel est profitez-en. toujours, Si vous avez bien besoin sûr, de l'appel est- bénévoles enfin de toutes les régions, même Moi, de je dirais Casablanca, merci de à tout le Rabat, monde, Tanger. merci à notre personnel qui vraiment fait du très bon travail, merci à nos supérieurs qui nous encadrent et merci à tous les départements, nos confrères qui nous aident, qui nous ont toujours aidés et donné la main quand on leur demande, à chaque demande. Alhamdulillah, moi je suis très optimiste, Ah bah sincèrement. ça on l'a vu. Hein, Je ça, on suis l'a très vu. optimiste. Merci. Bah, en et tout cas, suis... j'espère en tout cas que On toutes ces remercie populations, tous ces volontaires. on l'a bien compris. On remercie tous ces volontaires qui nous rejoignent. On remercie tous les départements d'État qui nous aident. En premier ministère de la Santé, les autorités locales, le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie royale, les forces auxiliaires. Tout le monde nous aide vraiment et on est là pour en témoigner et les remercier. Voilà, merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre les dispositifs qui ont été mis en place suite à cette vague de froid et qui va continuer suivant la direction de la météorologie nationale. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route et on se retrouve demain.